Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver et mille merci pour votre fidélité, les partages, les abonnements que vous faites en cliquant sur la petite clochette qui est à droite ici, avec vos pouces, avec vos commentaires. C'est un véritable plaisir, chers amis, de vous lire et continuer comme ça, chers amis. Alors ce soir au programme, beaucoup de choses. Le cas de la série, évidemment, Bachar el-Assad. La nouvelle sortie, le nouveau vomi de Marine Le Pen, qui, lorsqu'elle ne parle pas de Jeanne d'Arc, parle de l'immigration. Et dans l'immigration, elle a choisi son bouc émissaire idéal parce qu'elle croit que ça fait de l'audience encore, c'est-à-dire les Algériens. Donc je vous convie, chers Algériens et Algériennes, chers compatriotes et maghrébins en général, de réagir et de ne pas vous laisser bercer comme un Boualem sans salle, un hystérique de droite, une espèce de rognure d'extrême droite à plonger et à coucher avec les idées de l'extrême droite. Ça, c'est du sans salle, on y reviendra tout à l'heure, chers amis. Marine Le Pen s'excite effectivement puisque Berdala, apparemment, son rejeton, celle qu'elle a mis au monde dans des conditions on ne sait trop, cherche effectivement à la doubler sur sa droite ou sur la gauche, celui qui a raté complètement ses études, le Bardala, comme le fils Sarkozy, Jean Sarkozy, je crois, qui avait complètement raté, mais dont le père voulait déjà lui donner une continuité, autrement d'une espèce d'héritage comme ça, filial, une espèce de monarchie qui voudrait que son fiston, voilà, c'est du Sarkozy et tout craché. Et là, Bardella veut la doubler. Alors, pour prendre de la vitesse, Marine Le Pen s'est dit, oula, si Édouard Philippe parle de l'Algérie, des accords de 68 et tout le baratin et tout le blablabla, eh bien, je vais le doubler là-dessus. Et elle commence déjà à revenir là-dessus pour oublier que c'est une racaille en col blanc, puisqu'elle a été condamnée pour avoir détourné de l'argent en Europe. Cette femme, donc, cette racaille en col blanc, comme dirait l'autre, essaie de se rattraper en prenant sur un thème complètement éculé les accords de ceci, les accords d'Évian. Madame Marine Le Pen et votre extrême droite, les accords d'Évian, ça vous dépasse. Les accords qui vous concernent et dans lesquels vous avez trempé jusque-là, ce sont les accords de Vichy, pas Évian, Vichy, la collaboration, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Marion s'appelle Maréchal. Je me demande si son père l'a pas appelé effectivement en hommage au maréchal Pétain. Donc Marine Le Pen s'excite contre son rejeton, contre la petite vermine qui monte, que les médias on décide d'en faire quelqu'un d'important. Cet illustre inconnu de Bardala devient, aux yeux des médias qui le fabriquent, qui le manipulent, quelqu'un qui serait un exemple pour la jeunesse française, alors que c'est complètement un raté total, le Bardala. Donc elle se bat avec. Alors tous vont essayer de revenir sur l'immigration, évidemment, puisqu'il leur reste que ça. Le système, l'État profond français, leur a laissé que ça. L'immigration, lâchez-vous un peu comme des chiens qu'on lâche, comme une meute qu'on lâche sur l'immigration. Et là, c'est les Algériens choisis, quand même pas par tout le monde, hein. Marine Le Pen, Édouard Philippe, et ça va venir, parce que je suppose que le Bardella va se lancer aussi dans le même thème, et celle qui a une prédilection à cracher sur les étrangers, l'espèce de Fourest d'extrême droite, l'autre Karine ou Corinne Fourest, c'est la fameuse Marion Maréchal, qui va pas tarder à se lancer aussi dans la course. Alors, sur Marion Maréchal, quand même, deux mots dont son papa, décédé aujourd'hui, était soi-disant un espion, un agent du Mossad pour les services israéliens durant la guerre du Golfe. Alors, ce fanfaron se prenait pour André Malraux. Sauf qu'André Malraux était écrivain, journaliste, mais qu'il prenait des vrais risques. Il ne racontait pas des histoires, il faisait l'histoire. Il a fait la guerre d'Espagne, où il est allé combattre, risquer sa peau, André Malraux. Il est allé aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, risquer sa peau. Donc cet homme ne racontait pas des histoires. Et si Roger Hawke, c'est le nom donc du géniteur de Marion Maréchal, voulait jouer dans les Malraux, c'est raté. Si encore ce Roger Hawke, espion en Irak, qui venait régulièrement déverser en roulant des mécaniques sur les plateaux télé d'un certain Thierry Ardisson, je pense que l'émission s'appelait Tout le monde en parle, où il venait comme ça un peu rouler les mécaniques ou nous raconter du pipeau, parce que je pense que tout était faux dans ce qu'il racontait. Il venait un peu rouler sa caisse. Il a un côté aussi hableur, un vendeur de cacahuètes, vendeur de cravates, le Roger Hawke, est venu nous raconter l'histoire, celui qui se prenait peut-être pour George Orwell. George Orwell, l'immense écrivain qui a décrit la fumisterie du XXe siècle et donc du XXIe dans un livre qui s'appelait 1984, ou La ferme aux animaux, puisque nous serions apparemment dans une espèce d'immense porcherie politique, et dans La ferme aux animaux, où des gros porcs, des cochons abjects gouvernent presque une espèce de société anonyme, comme ça, eh bien c'était très bien décrit par George Orwell. Donc si le Roger Hawke voulait jouer au George Orwell, eh bien George Orwell, lorsqu'il allait sur le terrain des opérations, par exemple, comme il allait par exemple
il allait par exemple lorsque Roger Hawk allait par exemple en Espagne, il mouillait la chemise, il prenait des risques, évidemment. Nous étions, chers amis, donc sur le thème de l'Algérie, qui sera encore un thème de campagne, ça commence à fatiguer. Chers amis français, réveillez-vous un peu, hein, vous les envoyez à la poubelle, tous ces nostalgiques du colonialisme. Sur l'Algérie, j'aimerais revenir rapidement, puisqu'il en sera question, évidemment. Oui, sur l'Algérie, puisque ce sera un peu l'occasion, encore une fois, pour déblatérer, pour vomir, pour déféquer sur l'Algérie, comme ce philosophe qui a traité les Algériens de voyous quasiment, hein, vous savez, ce philosophe de plateau qui n'a qui représente aucun intérêt, en fait, c'est un peu dégoisé, pavané, etc. Il a la haine que son ami Sansal se soit fait enfin arrêter et contrôler, puis on verra bien ce qui se passera. Personne ne peut dénier la souveraineté de l'Algérie de réagir quand on remet en question, plus que, c'est pas une question de frontière, c'est une injure qui a été faite au peuple algérien, j'y reviendrai tout à l'heure, sur ce fameux Sansal. Rappelez tout simplement que et faire un lien avec la Turquie, et avec la Turquie qui a joué un rôle dégoûtant, comme elle l'a souvent fait d'ailleurs dans le Moyen-Orient, un rôle dégoûtant par Erdogan. Rappelez que lorsque la France débarque avec des crapules comme Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe, ou Charles X, il vient dans l'intention de cambrioler l'Algérie. Vous savez que le trésor algérien se trouvait dans la Casbah, qui était une espèce de lieu résidentiel où se trouvait le trésor algérien. Bien, la France était venue simplement pour voler. C'est pas aussi une espèce de racaille aristocratique qui venait pour voler tout ça. Il débarque, l'armée française est quasiment la plus puissante à l'époque, 37 000 bonhommes débarquent, ils vont dévaster la Casbah, voler l'or des Algériens. Eh bien, ceux qui vont défendre l'Algérie, c'est pas les Turcs. C'est pas les Turcs, chers amis turcs, je tiens à vous dire tranquillement que la sublime porte n'est pas aussi sublime que ça. Puisqu'ils vont se barrer, ils vont avoir ordre de ne pas résister et de partir. Et c'est le petit peuple algérien qui va se battre comme il peut contre l'armée la plus puissante du monde, à Sidi Ferruch, à Alger, contre 37 000 hommes. Le combat était complètement déséquilibré, mais la bravoure et l'honneur des Algériens et d'Algériennes vont résister le plus longtemps possible. Et on sait ensuite la résistance d'au moins l'émir Abdelkader jusqu'en 1847, chers amis. Hasard des choses, lorsque le 8 novembre 1942, les Alliés, entre parenthèses, débarquent en Algérie pour lutter contre l'Allemagne, eh bien ils débarquent où? Ils débarquent aussi à Sidi Ferruch, comme le firent avant, en 1830, l'armée coloniale. L'armée coloniale, disais-je, qui débarque à 37 000 et le peuple algérien, et lui tout seul, Algériens, Algériennes vont défendre leur territoire, vont défendre leur pays, leur honneur et leur souveraineté. Alors je reviendrai, je vais y aller tout de suite d'ailleurs, sur un livre qui devrait vous intéresser. C'est un livre de Pierre Péan qui s'appelle L'or des Algériens. Il explique dans le détail comment tout ça a été mis en place avec Louis-Philippe, d'abord Charles X, puis Louis-Philippe, deux dégénérés cousins, roi de France en 1830. Comment ces gars-là, avec quelques banquiers véreux, mais quand on dit banquier, on dit forcément véreux par la suite, et quelques affairistes comme la famille Schneider, autrement dit la famille du baron Sellière, comment, avec cet argent volé aux Algériens, près de 400 millions de francs or, mais vous aurez les détails dans le livre de Pierre Péan, L'or des Algériens, un livre qui va beaucoup vous apporter sur ce cambriolage massif de l'or des Algériens. Je dis ça à un moment où Marine Le Pen revient sur, paraît-il, l'argent que l'Algérie recevrait de la part de la France. Recevrait parce que tout ça, c'est évidemment de la flûte. Tout est bidon, comme le Front National d'ailleurs, et de lui rappeler peut-être qu'il faudrait peut-être un peu rendre cet or qui a été volé aux Algériens en 1830, mais aussi peut-être aussi faire un peu la globalité de tout ce qui a été volé en termes de vie humaine et de matières précieuses en Algérie pendant 132 ans. Donc, sur ce plan-là, l'extrême droite, elle ferait bien de la fermer. Donc, quand il débarque en 1830, en 1832, il y a une immense révolte algérienne, et il y en a une ordure, une pure, un criminel de guerre, un sanguinaire qui s'appelle le général Cavaignac. Ce Cavaignac va tuer des milliers d'Algériens de civils, parce qu'il se révolte contre la présence coloniale française. Ce même Cavaignac, qui était quasiment applaudi à l'époque en 1832,
Vous savez, quand on protège et quand on valorise un assassin comme Cavagnac, cet assassin se croit tout permis et il se retourne contre vous. Puisque ce même Cavagnac, lorsqu'il y aura la Révolution française de 1848, eh bien, il va cette fois-ci massacrer qui? Pas des Algériens, ni des Algériennes, mais des Français et des Françaises. Il va massacrer des milliers de Parisiens et Parisiennes qui vont se révolter en 48. Le peuple lui fera payer puisqu'il se présentera aux élections présidentielles, comme beaucoup d'assassins, il ne sera pas élu. Celui qui sera élu, ce sera le fameux Napoléon III, qui lui sait que l'argent des Algériens qui n'a pas été dépensé par Louis-Philippe se trouve en Angleterre. Et il va récupérer cet argent. Il ne va pas le rendre aux Algériens pour autant. Il faut savoir que l'industrie des aciéries de l'Est de la France, eh bien, c'est l'argent, l'or des Algériens qui va permettre le développement de ces aciéries. Donc, il y aurait beaucoup à dire aussi sur ce que la France, en tout cas industrielle, doit à l'Algérie. C'est à cette même époque que sera construite évidemment Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs d'Alger. Alors Notre-Dame d'Afrique a été construite en miroir avec Notre-Dame de la Garde à Marseille pour dire que la continuité chrétienne de la France va jusqu'en Afrique du Nord. Voilà un peu un délire de l'époque colonialiste. Pour la suite du programme, chers amis, on parle de Notre-Dame d'Afrique et de cathédrale. Eh bien aujourd'hui, Macron est allé fanfaronner avec Trump à l'intérieur de Notre-Dame de la Garde, ce qu'aucun président n'avait osé faire auparavant, même pas De Gaulle. Il est allé piétiner finalement la fameuse loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Ben lui, il s'en fout. Il est l'Église, il est l'État, il est un peu tout. Encore une fois, le roi Tlé est allé fanfaronner là-bas. Toujours le lien entre l'Algérie et la cathédrale, par exemple. Le grand roman de Notre-Dame a été écrit par Victor Hugo, ce même Victor Hugo qui avait applaudi à la conquête de l'Algérie, eh bien beaucoup plus tard va déchanter parce qu'il va s'apercevoir qu'on n'apporte aucune liberté là-bas, mais c'est plutôt la barbarie qui s'y est installée. Et Victor Hugo n'est pas dupe, il écrira dans un de ses livres qui s'appelle Choses vues, où il témoigne du quotidien, etc. Il racontera un jour de 1857, avec ironie, la démocratie et la liberté sont entrées en Algérie. Oui, ils sont entrés sous la forme d'une guillotine. Voilà, vestige suprême de la barbarie. C'est ça que la France a apporté en Algérie, la guillotine. Voilà, clin d'œil de Victor Hugo qui revient sur ce qu'il avait prétendu. Sur l'occupation aussi toujours, et avec la Syrie et le rôle dégueulasse qu'a joué le Qatar, comme d'habitude, trahison. La Turquie, entre autres, et la Turquie d'Erdogan, qui effectivement, dès qu'il peut gratter quelque chose, la mesquinerie est une deuxième nature chez ces gens-là, chez l'émir du Qatar et l'autre. Eh bien, petite anecdote drôle qui montre un peu la folie de l'occupation, un certain général Gouraud, encore un autre fou général de l'époque, qui en 1922, lorsque la France revient au Levant, autrement dit au Liban et en Syrie, eh bien, reconquiert un peu l'Orient qu'elle avait quitté du temps des croisades. Eh bien, ce dingue de général Gouraud, qui était un colonialiste notoire, qui va participer à la colonisation sanguinaire du Maroc, du Soudan, autrement dit le Mali, etc. Eh bien, ce général Gouraud, dans sa folie, va se rendre à Damas, dans la mosquée des Omeyyades, et se rappelant que le brave Saladin avait chassé les croisés de Jérusalem, eh bien, il va aller, ce dingue, vraiment, faut être fou, ce psychopathe de général Gouraud va aller sur la tombe du regretté Saladin dans la mosquée des Omeyyades et il va lui dire, fier à bras, devant un homme qui est mort depuis quasiment 9 siècles, lui dire, nous sommes revenus, nous sommes de retour. Autrement dit, les croisés sont de retour. Faut être un peu fou quand même pour faire des choses pareilles, mais c'est aussi ça le colonialisme. Le colonialisme et l'occupation, ça a quelque chose qui est lié un petit peu à la folie. Toujours le lien entre l'Algérie et les chrétiens, puisque les Algériens n'ont jamais été christianophobes, ni catholicophobes, ni rien du tout, puisque lorsqu'en 1860, l'émir Abdelkader, après avoir fait de la prison en France, avoir été interné, etc., se retrouve à Damas, où il veut habiter à Damas, et il veut habiter là où habitait le grand mystique musulman et andalou, à savoir Ibn Arabi. Il vit là-bas en 1860, et avec lui, des milliers d'Algériens, paraît-il 20 000 ont rejoint l'émir Abdelkader à Damas, des Algériens, et bien lorsqu'il y aura une espèce de Saint Barthélemy contre les catholiques, contre les chrétiens à Damas, eh bien ce sont ces mêmes Algériens qui accompagnent l'émir Abdelkader qui vont protéger ces milliers de chrétiens là-bas à Damas, les protéger du massacre. À cet égard d'ailleurs, l'émir Abdelkader recevra la Légion d'honneur, sera reçu par le pape au Vatican, aura les hommages aussi de Napoléon Ier, enfin ça va devenir une star mondiale pour cette protection qu'il a apportée aux chrétiens
chrétiens. Ça, c'est pour rappeler à ceux qui diraient que nous serions des intolérants, des sectaires ou des barbares. N'oubliez pas le livre de Pierre Péan. L'or des Algériens, vous allez savoir un tas de choses, c'est payant. Et en ce qui concerne le gigolo sans sale, je vous invite à aller sur la chaîne Blast qui a fait un reportage sublime, qui massacre littéralement, qui met en morceaux le sans sale. Et ça, ce sont les Français qui le disent, c'est pas moi. Eh bien, vous allez apprendre plein de choses sur lui. Le reportage s'appelle Islamophobie. Lorsque les médias français choisissent le bon et les mauvais arabes, et vous aurez un portrait assez exhaustif de ce qu'est le gigolo sans sale. Merci, abonnez-vous et à très bientôt.